En fait, le deuxième front commun était une grande victoire pour les communistes. Ça finit par leur donner beaucoup de temps et pas mal de liberté pour travailler sur leur politique, pour monter leur armée, pour renforcer leurs liens avec les paysans. Alors que pour les nationalistes, ça n'a pas donné grand-chose. Les nationalistes restaient responsables au jeu du peuple pour la guerre contre le Japon, que les nationalistes ont refusé finalement à mener. La stratégie militaire employée par Chiang Kai-shek finalement a été d'attendre. Après 1941, quand le Japon va bombarder Pearl Harbor et les Américains vont se mettre dans la guerre, la Chine va jouer là-dessus pour dire aux Américains, bah, il nous faut de quoi en termes matériels pour résister au Japon. Et donc ils vont prolonger. Et c'est comme ça que les nationalistes finissent par perdre le peuple, en fait, et même s'ils gagnent la guerre à la fin, après la victoire américaine. Mais les communistes, à cause de l'alliance, de l'entente faite avec les nationalistes, avaient encore une fois presque une décennie pour travailler sur le politique, pour construire l'armée, etc. Et donc ça reprend. Ils étaient au bord de l'extinction. Les nationalistes auraient pu mettre fin au mouvement. Ils ne l'ont pas fait pour des raisons nationalistes. Et voilà, les communistes, suite à ce sursis, ils reviennent sur les politiques employées dans le temps à Jiangxi. Donc en termes de politique agricole, ils ont réduit les loyers des paysans. Ils ont confisqué les terres des riches selon les besoins du mouvement. En fait, c'est l'historique de tout cela est très très compliqué. Ils ont changé de politique en fonction de leurs besoins de mobilisation, en termes de mobilisation euh, stratégique. Donc parfois, quand ils ont voulu que les paysans soient très actifs, ils ont confisqué les terres ou mobilisé les paysans pour s'attaquer aux propriétaires, etc., etc. À d'autres moments, ils sont allés beaucoup plus doucement. En termes de politique militaire, ils ont construit des milices qui permettraient aux villageois de, de se protéger. Et c'était probablement la politique la plus efficace employée par les communistes pendant cette période-ci. C'était une période d'une extrême insécurité pour les villageois. Le gouvernement soviétique communiste n'était pas un gouvernement formel et donc n'offrait pas la protection d'un vrai gouvernement devait offrir. Le gouvernement communiste, il savait ça, il savait aussi qu'il risquait de perdre les paysans s'ils n'étaient pas en mesure de leur offrir une certaine protection. Donc, ils ont décidé d'aider les paysans à construire leurs propres milices, euh, en donnant à la fois de l'aide organisationnelle et du matériel. Et très souvent, c'était aussi une façon de recruter les paysans pour joindre au Parti communiste. Donc, une longue stratégie d'organisation de paysans, de formation militaire et politique sous la direction de l'armée rouge. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'armée rouge, c'était marqué par une discipline politique, une conscience politique, une sensibilité aux besoins du peuple. Et ça s'est renforcé tout au long de cette période-ci, grâce encore une fois au sursis accordé aux communistes par les nationalistes. Pour ce qui est de la politique envers les nationalistes ou envers les Japonais, il faut dire que les communistes ont été tout aussi cyniques que les nationalistes. J'ai pas mal critiqué les nationalistes pour ne pas avoir osé euh, attaquer les Japonais. Les communistes ne l'ont pas fait non plus. Euh, ou ils l'ont fait à deux, trois fois, mais à chaque fois les Japonais ont rattaqué de façon brutale et les communistes, comme les nationalistes, ont fini par comprendre que c'était vraiment pas la peine. Les Japonais étaient très forts, trop forts, et donc il fallait trouver une façon d'attendre à ce que quelqu'un d'autre fasse la sale job, d'en finir avec les Japonais. Envers les nationalistes, les communistes, sur le papier, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont respecté l'entente, mais en fait, ils ont continué
euh, avec une confiance grandissante, à travailler sur leur mouvement à eux. Je pense que dès le début, il n'y avait vraiment aucune possibilité de compromis. C'était les nationalistes et les communistes étaient deux partis euh, qui visaient le contrôle total de la Chine. Donc l'idée que ça allait finir dans un compromis ou un système avec de multiples partis, je pense que c'est une idée qui n'était pas réaliste dès le tout début. Les communistes le savaient, les nationalistes le savaient aussi. Les Américains, par contre, plus tard, ils vont vouloir encourager les deux à se mettre ensemble pour travailler au sein d'un système multiparti. Mais bon, ça finit dans une guerre civile après la fin de la guerre contre le Japon. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que les communistes ont profité de cette période, de ce sursis, pour travailler sur sa propre organisation. Et voilà un peu de quoi il s'agissait. En termes d'organisation, la politique de base s'appelle la ligne de masse. Et l'idée a été que les partis communistes représentent les pauvres, représentent les paysans. Ils s'en va le parti consulter les masses, les pauvres, etc., pour voir ce dont ils avaient besoin. Ils partaient après cette consultation pour formuler des stratégies, des politiques qui seraient aptes à satisfaire aux paysans. Et donc, ils représentaient ces politiques-là aux paysans, finalement. Donc, comme quoi, c'est démocratique en quelque sorte, même s'il n'y a pas de vote. Mais l'idée a été que le parti consultait le peuple et concevait sa politique, ses stratégies en mesure des besoins populaires. C'est nouveau ça dans le contexte chinois. C'était, même si c'était un peu faux, dans le sens que c'était le parti qui décidait, et je ne pense pas que le peuple avait le pouvoir de faire changer l'idée du parti. Et donc c'est beaucoup plus top-down que circulaire. On peut imaginer la ligne de masse comme étant circulaire. La volonté populaire monte euh, au centre du parti, le parti travaille là-dessus pour renvoyer la ligne, encore une fois, vers la masse. Donc ça c'est circulaire. En fait, c'était beaucoup plus conçu par le parti et imposé au peuple. Mais pour peut-être la première fois en histoire chinoise, c'était fait au nom du peuple. Et c'est clair que les communistes étaient beaucoup plus du côté du peuple que les nationalistes. Ne serait-ce que dans leur politique agricole qui prenait des riches pour donner aux pauvres. Comme composante de la ligne de masse, il y avait beaucoup de propagande. Il y avait de l'éducation, l'organisation des femmes, l'organisation des jeunes, une université même qui s'appelait Kangda. Kangda, euh, ça veut dire l'université de la résistance. Et donc, il y avait toute une gamme de politiques qui avaient pour objectif d'organiser les peuples sous le contrôle du soviet euh, communiste à Yunnan, de les impliquer tous les jours dans les prises de décision. Et encore une fois, le contrôle, je pense, le contrôle et la mobilisation ont été les objectifs principaux. Mais toujours est-il que le peuple chinois se sont retrouvés impliqués dans une organisation avec des liens directs au groupe dirigeant, et ce pour la première fois en histoire chinoise. Donc c'était pas nul, c'est pas complètement faux, c'était brutal parfois, on va discuter de ça sous peu, mais c'était en quelque sorte la nouvelle culture, ou une version de la nouvelle culture, demandée par les intellectuels du 4 mai depuis des décennies. Avec le sursis accordé aux communistes par l'entente du deuxième front commun, est arrivé le problème du succès. Le problème du succès a été une croissance très rapide du mouvement communiste. On voit les chiffres sur l'écran. En 1937, il y avait 40 000 membres du Parti communiste. 3 ans plus tard, il y avait 800 000. D'où sont venus ces gens-là? Ben, il y avait des paysans, bien sûr.
très peu d'ouvriers, parce que les ouvriers étaient en ville occupés par les Japonais. En même temps, il y avait aussi beaucoup d'intellectuels. Un effet secondaire de l'occupation japonaise a été que beaucoup de jeunes, surtout, ont quitté la région occupée par le Japon pour aller ailleurs. Et beaucoup de jeunes patriotes ont décidé, à cause de leur déception avec le régime nationaliste, d'aller du côté des communistes. Alors, au cours de cette période-là, beaucoup de jeunes Chinois, euh, motivés par patriotisme, s'en vont vers les communistes à Yan'an. Et donc, rapidement, le parti se trouve avec beaucoup de nouveaux recrues qui ne sont pas forcément le genre de recrues qu'un communiste pur et dur aurait voulu avoir. Donc, il fallait concevoir des méthodes pour former, pour contrôler cette croissance rapide. Quelques images d'abord. Voilà le Parti communiste qui arrive à Yan'an. Voilà à quoi Yan'an avait l'air. C'est dans la région où, encore une fois, on peut creuser dans les collines ou dans la terre pour construire des maisons. Voilà Norman Bethune à Yan'an. C'est le seul Canadien connu par les Chinois. C'est un médecin de l'Ontario avec des sympathies communistes ou socialistes qui s'est retrouvé à Yan'an pendant cette période-là. Mao Zedong a écrit un poème au sujet de Norman Bethune. Il y a un petit monument à son nom près de l'Université Concordia, à la station Guy. La Banque de Chine, à Yan'an. Le siège principal du Parti communiste. Mao Zedong et sa femme étaient très belles à cette période-là. Deng Xiaoping, celui qui va être le successeur de Mao Zedong après la mort de Mao Zedong en 1976. Il est tout petit avec une belle moustache. Voilà, Mao Zedong à Yan'an. Les jeunes femmes urbaines. Une pièce de théâtre. Et là, beaucoup des intellectuels ont été appelés à créer de l'art, des pièces de théâtre, des gravures, des images, on va en voir pas mal, avec l'objectif d'éduquer la masse. Donc ils ont utilisé souvent les formes appréciées par les paysans, mais ils ont mis du contenu qui reflète la philosophie communiste. Et donc c'est une façon de donner aux paysans et aux nouveaux recrues les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passait et pour les pointer dans la direction voulue par le mouvement. Voilà le genre de gravure qu'ils ont fait pendant cette période-là, brûler les actes de propriété. Donc c'est les paysans mobilisés pour prendre dans leurs mains les actes de propriété et en finir avec. Demander le divorce, et on voit là encore l'art assez simple mais attirant et sympathique créé pendant cette période-là. Les images ne sont pas compliquées, l'histoire racontée est assez facile à saisir, à comprendre. Là, c'est juste une femme qui s'en va voir le membre du parti pour demander un divorce. Et l'idée, c'est qu'on peut faire ça. C'est pas forcément plus compliqué que ça. Parti communiste à l'écoute. Et là, c'est typique aussi. Celui qui parle là avec le tissu blanc sur la tête, ça représente les vieux paysans du nord-ouest. Ils avaient l'habitude de mettre ce truc-là sur leur tête parce qu'il faisait chaud. Ça, le communiste, celui qui porte le bonnet, est assis sur le kang. Le kang, c'est un truc qu'on trouve dans les maisons paysannes du nord de la Chine. Ça sert comme lit, ça sert comme
table, ça sert comme plein de choses. On met un feu dedans le soir et donc c'est tout chaud. Donc il s'assoit là à écouter les paysans qui lui racontent leur vie, leurs problèmes, etc., etc. Et on voit son regard qui est très sympathique, très compatissant. À l'île de Mas, à Yunnan, donc c'est des réunions où les gens se font dire ce que la masse pense de ceci et de cela. Une milice rurale, dont j'ai parlé tout à l'heure. On voit les paysans qui apprennent à manipuler les armes. Rencontre paysanne avec le propriétaire, c'est un peu comme la photo qu'on a vue au tout début, quand les paysans s'attaquent aux propriétaires. Et encore une fois, il y avait une politique de mobilisation derrière cela. C'était pas du tout facile. Et en même temps, une fois que c'était lancé, c'était difficile à contrôler aussi. Mais là, l'objectif est de montrer aux paysans que un tel geste est permis et envisageable. L'attaque du peuple au féodalisme, bon, bah, c'est symbolique de ce que les communistes veulent faire. Donc c'est le peuple qui s'attaque aux remparts d'une grande maison. Et finalement, printemps à Yan'an.